Bonsoir tout le monde. La semaine passée, on était arrivé dans le poème de Parménide au moment où il allait établir un rapport entre la pensée et l'être, ou les temps, et c'était au vers 34. Et donc je lis tout de suite ces trois vers qui vont ensemble, du 34 au 36, qui disent « C'est la même chose que penser et la pensée qu'il est, ou que est, si on veut garder le verbe sans sujet, comme on avait dit depuis le début. Car sans les temps dans lesquels il a été prononcé, tu ne trouveras pas le penser. » Il y a plusieurs, encore une fois, traductions possibles, surtout pour le premier de ces trois vers. Au lieu de dire « c'est la même chose que penser et la pensée qu'il est », on trouve aussi certaines traductions qui sont tout à fait correctes grammaticalement, qui disent « c'est la même chose que penser et ce pourquoi, ou ce par quoi, les deux sont possibles, la pensée est ». Et dans ce cas, on comprend que ce par quoi ou ce pourquoi la pensée est, ça désigne les temps, c'est-à-dire ce qui existe comme objet de la pensée, ce qui permet que la pensée pense quelque chose. Mais le problème dans ces traductions-là, c'est qu'on se retrouve avec « c'est la même chose que penser », donc un verbe, une action, et les temps. Or, ce n'est pas possible que ce soit la même chose. Il y a d'un côté les temps comme objet et de l'autre côté, il y a le penser comme acte qui saisit cet objet. Donc, on ne peut pas les identifier. On peut dire qu'ils sont inséparables, on ne peut pas les identifier. Et d'ailleurs, le vers suivant dit bien que l'un est nécessaire à l'autre, l'un est la condition de la pensée, mais on ne les identifie pas. On dit sans les temps dans lesquels il a été prononcé, tu ne trouveras pas le penser. Ça veut dire le penser, l'acte de penser, a besoin de les temps pour pouvoir penser en lui quelque chose. Donc il a besoin comme condition objective, comme condition de ce qu'on peut penser. Donc, ce n'est pas possible que le vers 34 signifie vraiment une identification entre la pensée comme acte ou le penser et les temps. Donc, il faut traduire autrement la fin du vers et c'est pourquoi on a proposé c'est la même chose que penser et la pensée qu'il est. C'est-à-dire, chaque fois qu'on pense, quel que soit l'objet qu'on pense, en fait, on pense en même temps que est. On pense en même temps il y a de l'être, pour parler comme Heidegger, on pense en même temps ce que je pense est. Ou du moins, si ce n'est pas directement ce que je pense qui est, on se dit en tout cas, il faut que quelque chose soit pour que je puisse penser. Et c'est aussi une manière d'éviter un solipsisme qui serait tout est invention, la pensée existe toute seule, il n'y a rien qui existe en dehors d'elle, et donc elle est enfermée en elle-même, donc comme certains doutes ou scepticismes hyperboliques l'ont parfois proposé. Donc c'est ça, on retient plutôt cette idée-là. Chaque fois qu'on pense, on pense en même temps, mais implicitement, qu'il y a quelque chose qui est et qui est la condition du fait qu'on pense. Et il ajoute « car rien n'est ni ne sera d'autre à côté de l'étang, puisque le destin l'a forcé à être tout entier immobile ». Ce petit ajout signifie, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre non plus que l'étang qui soit cette condition de la pensée. On ne peut pas imaginer autre chose qui soit condition de la pensée, c'est nécessairement lui, puisqu'il n'y a que lui qui est. Et il n'est pas... il n'est pas possible non plus qu'autre chose existe plus tard, donc on n'aura jamais que ça comme condition. Et en fait, je ne vous ai pas reproduit le fragment 3, qui est un court fragment qui ressemble tout à fait à une variante du vers 34 et qui est assez célèbre sous cette formulation. C'est la même chose que penser et être. C'est la même chose que penser et être, ou la même chose est penser et être. C'est un fragment qui n'est pas cité par Simplicius, comme l'ensemble du fragment qu'on lit ici, mais par trois autres auteurs, dans un contexte complètement différent de celui de Parménide. Et donc, à mon avis, c'est une formulation erronée, c'est-à-dire déformée de ce vers 34. Parce qu'on retrouve le même problème. Ce n'est pas possible qu'il y ait une identification entre penser et être. Ce n'est pas penser qui est. Enfin, je veux dire, ce n'est pas ce qui pense qui est. Ce n'est pas la même chose que l'acte de penser et l'acte d'être. Ce n'est pas ça que nous dit Parménide. Parménide nous dit clairement
quelque chose soit est une condition pour qu'il y ait une pensée. Et ça rejoint ce qu'on avait vu depuis le début, c'est que ce qui nous permet d'affirmer est, c'est la connaissance, c'est la pensée. C'est le fait que sans cela, il n'y aurait que de l'inconnaissable, il y aurait une impossibilité de connaître, d'atteindre, de penser quelque chose. Donc, on ne peut pas faire cette identification penser et être, c'est la même chose. Non, il faut dire penser n'est pas possible si rien n'est. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que je pense que le fragment 3 est en fait une reformulation simplifiée et en fin de compte erronée de ces vers-ci. C'est pourquoi on va opposer maintenant cette pensée à une autre manière de voir le monde. C'est pourquoi ce ne sont que non pour lui, tout ce qu'ont posé les mortels, persuadés que c'était vrai, naître et mourir, être et ne pas être, changer de lieu et altérer l'éclat de son corps. Donc dit de manière poétique, tout changement, que ce soit la naissance, la mort, ce qu'on voit couramment, ce qu'on dit couramment à propos de ce qu'on appelle les étangs, les choses qui existent. Et donc on dit qu'elles sont entre leur naissance et leur mort, elles sont, et avant et après, elles ne sont pas. Donc c'est cet usage commun du verbe être. Tout changement, toute altération, toute modification, tout ça, ce ne sont que des noms. Ce ne sont que des noms que les hommes ont l'habitude de donner aux choses. Alors on pourrait se demander, mais est-ce que Parménide veut dire que c'est de la pure illusion et qu'en fait, il n'y a pas de changement dans le monde, il n'y a pas de naissance, pas de mort, et donc en fait, il n'y aurait vraiment que de l'immobilité, tout le reste est une invention. Ce serait une erreur de penser que tout n'est de cette manière que illusion, et on va s'en rendre compte un peu plus loin dans le poème, finalement, de quel est le statut de ces changements qu'on constate. Donc, poursuivons. Mais puisqu'il y a une limite extrême, il est achevé de partout, semblable à la masse d'une sphère bien arrondie, partout équivalent à partir du centre, car il est nécessaire qu'il n'y ait rien de plus grand ni de plus petit ici ou là. On a une métaphore avec la sphère, une métaphore parce qu'on n'a jamais dit que les temps devaient être vraiment sphériques, hein. On n'a pas cette idée qu'il doit être décrit comme un corps, puisqu'on ne lui a pas donné de signe précis, de détermination physique précise. Mais c'est une métaphore importante de type mathématique, précisément parce que c'est seulement dans cette forme-là que tous les points de la surface sont équivalents à partir du centre. Et donc, c'est seulement là qu'on peut dire, dans une telle forme, il n'y a rien de plus d'un côté ou de l'autre côté. Il n'y a pas un côté qui a davantage de quantité, de distance, de grandeur. C'est partout exactement semblable. Et donc, c'est une manière de dire, une manière géométrique, en somme, de redire la même chose, à savoir qu'il n'y a aucune distinction à l'intérieur de ce qui est, aucune différence. Et donc, il est totalement homogène, caractéristique qu'on l'avait déjà vue. Car il n'y a pas de non-étant. Pourquoi il est homogène? Pourquoi il est sans différence? Car il n'y a pas de non-étant qui interromprait son accès au semblable. Donc, puisqu'on a évacué le non-étant, ce n'est pas seulement un non-étant qui serait autre chose à côté, c'est aussi tout non-étant qui serait à l'intérieur de l'étang et qui donc pourrait faire des différences, creuser des différences, des distinctions entre des parties de l'étang. S'il n'y a pas du tout de non-étang, il n'y a pas non plus des sortes de vides, hein, ou de limites qui permettent de faire des distinctions à l'intérieur de l'étang. Donc il est tout entier semblable. Hein, et il n'y a non plus ni d'étang tel qu'il y aurait plus ou moins d'étang ici ou là, puisqu'il est tout entier impossible à piller. Donc il n'y a pas non plus de différence de degré ou d'intensité à l'intérieur de l'étang. Il n'y en a pas qui soit plus dense ou plus rare, comme on dit justement chez les physiciens, comme les physiciens de l'époque essayaient de le dire justement, hein, qu'il y a des densités différentes. Eh bien non, il ne peut pas y en avoir parce qu'une densité plus grande ou moins grande suppose une forme de non-étang, une forme de vide, il y aurait plus de vide dans le rare que dans le dense. Donc si on a éliminé toute possibilité de non-étang, on ne peut pas non plus dire qu'il y a du plus dense et du plus rare. Et le terme
impossible à piller, c'est le terme en grec asulon qui a donné le mot asile. Asulon, c'était, on caractérisait de cette façon notamment les temples où on pouvait se réfugier et où il était impossible d'être atteint, on pouvait nuire à personne. Mais au premier sens, c'est dont on ne peut rien retirer. Et donc, c'est vraiment ça. L'étang, c'est ce dont on ne peut rien retirer à aucun endroit, donc qui est, encore une fois, totalement homogène. Donc, il a utilisé des multiples formules et des multiples images, au fond, pour toujours nous répéter la même chose. Et à partir du vers 50, il termine la partie du message de la déesse qui concernait la voie de la vérité, et il va passer à cette deuxième voie qui n'est pas celle d'une honnête, qu'on a complètement écartée, mais qui est une voie des opinions, hein, comme il l'avait annoncé dès le début. J'arrête ici pour toi le discours fiable et la pensée sur la vérité, et à partir d'ici, apprends les opinions de mortels, quelconques, indéterminés, ce n'est pas nécessairement tous, ce n'est pas nécessairement tous les mortels qui ont la même opinion, en écoutant l'ordre trompeur de mes mots. Et ce mot trompeur est intéressant, parce que ça ne veut pas dire, il n'a pas utilisé le mot faux. Il n'a pas dit, ce qu'on va dire maintenant est faux. Sinon, on pourrait se dire, effectivement, pourquoi la déesse lui donne malgré tout cette partie de message, alors que c'est totalement faux, ça n'a aucun intérêt. Non, ce n'est pas faux, c'est trompeur. Et trompeur, ça veut dire, il faut l'interpréter correctement, il faut lui donner le bon statut. Si on donne le bon statut à ce discours, il a un certain intérêt. Si on lui donne le mauvais statut, on sera dans l'erreur. Donc c'est en ça qu'il est trompeur, il est dangereux, il est glissant, il est ambigu, donc il faut lui donner le bon statut. Et donc c'est ça qu'on va comprendre maintenant. Car ils ont posé 2 jugements pour nommer les formes, dont il ne faut pas faire un, en quoi ils se sont trompés. Ces 2 vers sont d'une construction compliquée, et on a proposé de multiples reconstructions, parce que la syntaxe est un peu difficile. Ceci, c'est l'une d'elles. On pourrait dire 2 jugements ou 2 opinions. Donc, ils ont posé, en tout cas, 2 séries opposées de descriptions ou de formes des choses dont ils n'ont pas fait une. Et là aussi, le dont ils n'ont pas fait une, il y a une variante une variante de traduction qui dit dont il ne faut pas poser l'une. Donc, une des 2 séries d'opposés, il ne faudrait pas la poser. Autrement dit, il ne faudrait retenir qu'une des 2 séries et pas les 2. C'est probablement pas ça que dit Parménide. Parce que, en fait, sa proposition de vérité ne correspond pas à l'une des 2 séries qu'il va décrire. Ça correspond à aucune des 2. Ce n'est rien de ce type-là. Donc, c'est plus vraisemblable de dire dont il ne faut pas voir l'unité, dont il ne faut pas faire un. Et c'est là leur erreur, c'est qu'ils ont négligé de voir qu'en fait, il y avait une unité beaucoup plus importante dans cette opposition, dans ces multiples oppositions qu'ils constataient dans le monde visible. Et cette unité plus fondamentale, c'est justement l'unité de l'être. C'est le fait qu'il y a de l'être qui est l'unification de tout ça. Donc c'est en ça qu'ils se sont trompés, c'est de ne pas avoir vu cette unité. Et ces séries d'opposés, on sait que dans la philosophie pythagoricienne, ou dans les écoles proches des pythagoriciens, ou les philosophes proches des pythagoriciens, et donc proches aussi des Éléates, puisqu'ils se situaient tous en Italie du Sud. Donc dans ces pensées-là, on avait effectivement opposé systématiquement des séries de termes, adjectifs ou non, mathématiques ou physiques, ou même moraux, même des termes moraux comme bien, mal, masculin, féminin, etc. Et le pythagorisme est vraiment une philosophie fondée sur ces opposés. Parménide en décrit quelques-uns. Ils ont divisé le corps en opposés et ont établi des signes éloignés les uns des autres. D'un côté, le feu éthéré de la flamme, doux, très léger, partout le même que lui-même et non le même que l'autre. D'autre part, ce qui en est les opposés, la nuit inconnue, corps dense et lourd. Donc ça fait allusion, donc cette opposition entre
le feu et la terre, la lumière et l'obscurité, le léger et le dense, tout à partir de quoi on a pu physiquement composer l'ensemble des étangs, donc à partir de mélanges de ces opposés. Et puis après, donc, comme je vous disais, les pythagoriciens, ils ont aussi ajouté le pair et l'impair, donc des termes mathématiques ou des termes, disons, plus moraux. Et Parménide conclut, « Moi, je t'expose cette disposition vraisemblable pour que jamais quelque opinion de mortel ne te dépasse. » Donc, je te dis, cette description vraisemblable du monde physique, je te l'expose pour que tu puisses discuter avec les mortels, pour que tu comprennes comment eux l'ont exposée. Et je te l'expose aussi parce qu'elle est vraisemblable. Elle n'est pas vraie, elle est vraisemblable. Et donc, c'est un terme qui signifie la même chose que ce qu'on avait vu au début, le probable, le qui convient, un arrangement qui peut éventuellement convenir, mais dans un sens qui n'est pas le noyau de la vérité, le noyau de la vérité restant. L'important, c'est qu'il y a quelque chose qui est, et l'important, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être. Et ce que ça veut dire être est totalement indépendant de ces histoires de mélange de choses qui se transforment constamment les unes dans les autres. Et c'est ces vers-là qui ont donné l'impression qu'on se situait dans une pensée déjà pré-platonicienne, parce que Platon va reprendre typiquement cette opposition entre le vrai, qui est immuable, immobile, toujours le même à lui-même, donc toujours identique et éternel, et qui ne change pas au cours du temps. Donc il va opposer ça et qu'il appelle le proprement étant, ce qui est au sens propre du terme, et qu'il oppose au devenir, aux choses visibles, aux choses qui se transforment constamment, et qu'il appelle aussi vraisemblable à certains endroits. Donc à certains endroits, notamment dans son dialogue le Timée, quand il décrit le monde physique, il dit « c'est une description vraisemblable, il ne faut pas s'attendre à quelque chose qui soit une science, c'est-à-dire une connaissance de la vérité. C'est pas possible, dit-il, d'avoir une connaissance une connaissance vraie, d'atteindre la vérité à propos de ce monde, puisqu'il change tout le temps. Ce qui change tout le temps, impossible de le fixer dans une vérité. Donc, on dira juste, on peut en donner une description meilleure que d'autres, donc plus vraisemblable qu'une autre. » Et donc, ces deux vers, ils ressemblent assez fort à ça. Maintenant, est-ce qu'il faut en conclure que la pensée de Parménide oppose, comme Platon, deux types de réalités, l'une qui est la réalité visible en devenir, l'autre qui est une réalité pensable qui est et qui est immuable? C'est une possibilité qu'on ne peut jamais écarter tout à fait, mais en remarquant néanmoins que l'ouverture, comme on l'a vu au début, l'ouverture à l'être est plus importante en fin de compte que d'affirmer la différence entre ces deux types de réalités. Alors que chez Platon, l'accent est surtout mis sur l'opposition entre ces deux types de réalités. Et on va encore trouver dans le fragment 19 une confirmation de cette opposition presque pré-platonicienne. Fragment 19 qui dit « Ainsi, selon l'opinion, ces choses sont nées et sont maintenant, et ensuite de là, elles se termineront après s'être développées, et les hommes leur ont donné un nom désignant chacune. » On retrouve donc du même côté l'opinion, le nom, on avait vu cette opposition entre le nommer et le connaître. Donc, donner des noms, ce n'est pas connaître les choses, c'est faire une simple description de l'extérieur, et c'est peut-être être tellement superficiel qu'on rate l'essentiel. Et remarquer l'usage du mot « être » à propos de ces choses multiples qui se transforment. Elles sont nées et elles sont maintenant. Donc oui, on utilise le verbe « être » à propos d'elles, mais c'est alors un autre sens de « être » qui est être momentanément, temporairement, entre la naissance et la disparition, et qui n'est pas du tout le même sens que celui que Parménide voulait mettre en évidence et qui était le simple fait de être, le simple fait de l'être. Et quant au fragment 4 que je vous ai encore écrit à la suite, il permet aussi de préciser le rapport entre la pensée
et les deux parties différentes du poème, mais d'une manière qui n'est pas tout à fait claire non plus, enfin, qui n'est pas évidente, disons, qui ne permet pas une interprétation nécessairement unique, voit cependant les choses absentes par la pensée fermement présente. Et déjà, on est frappé parce qu'on a un pluriel là. On a les choses absentes et les choses présentes, et la pensée est mise en rapport avec ces choses multiples. Or, on l'a vu dans les vers 34-36, que la pensée, elle était plutôt en relation avec l'étant unique, indivisible, qui n'est jamais mis au pluriel, qui est un. Donc, pourquoi ici la pensée est mise en rapport avec les choses multiples et en devenir? Et pourtant, le vers suivant, au contraire, fait un rapport avec l'étang en disant « Car tu n'empêcheras pas en le coupant l'étang de tenir à l'étang, ni disperser partout de toute façon dans le monde, ni rassembler. » On a l'impression ici vraiment d'une sorte d'identification entre la multiplicité des choses en devenir et l'étang qui est indivisible, qui a l'air d'être dispersé et divisé, mais qui en réalité n'est pas coupé de lui-même. Donc ça, c'est un des fragments sur lesquels se reposent le plus les interprètes qui pensent que, en fin de compte, l'étang de Parménide, ce n'est rien d'autre que le monde physique, mais qu'il faut simplement le voir d'une autre manière. On le voit en faisant abstraction de la multiplicité et des changements, et donc on le voit dans son unité et son invariabilité, disons, globale, et donc ce ne serait rien de plus qu'une autre description du monde physique. Ce qui est une interprétation qu'on ne peut pas écarter non plus, mais qui est un peu plate, enfin, je veux dire, qui manque alors toute la partie qu'on a lue à propos de l'affirmation du « est », hein, à propos de l'importance de ce verbe « être », et qui était enrichi, était d'autant plus riche qu'on le pensait comme l'étonnement devant le fait qu'il y a quelque chose et pas rien. Et cette éviction du rien, alors à quoi elle servirait s'il suffisait simplement de dire il y a une évidence du monde physique et on peut aussi le penser comme une unité. Pourquoi alors toute la richesse de la richesse et la non-banalité de ce qu'il avait dit au départ? On peut le penser, on peut comprendre quand même ce fragment en gardant, disons, notre interprétation la plus intéressante et en disant que la pensée, elle a un double rôle, que non seulement elle a la capacité de penser l'être lui-même, le fait d'être, et que en plus, la pensée, elle a aussi la capacité de voir dans les choses multiples ce qui les réunit. Et que donc, c'est à partir de cette compréhension de ce qu'est l'un qu'on peut aussi bien comprendre le multiple. Et que donc, si on n'était pas passé par cette pensée de l'un, peut-être qu'on ne comprendrait pas de manière convenable le multiple. Ce qui correspond assez bien, d'une manière générale, à la pensée grecque qui a toujours pensé ce couple de termes ensemble, l'un prenant sens grâce à l'autre et étant inséparable de l'autre. Et justement, l'une de vous m'a posé la question de savoir si ce refus des oppositions tranchées qu'on vient de lire chez Parménide et cette idée qu'un terme dépend de son opposé réciproquement. Donc, on m'a posé la question de savoir si on pouvait la rapprocher de la pensée chinoise qui refuse aussi les oppositions tranchées et qui voit toujours un petit peu de l'opposé dans chacun des opposés. En fait, oui, bien sûr qu'on peut le rapprocher, mais on n'a pas besoin non plus de supposer qu'il y a eu des contacts réels entre ces penseurs. Donc en fait, on sait qu'il n'y a pas de contact à cette époque entre le monde méditerranéen, qui lui est en relation intense, mais entre ce monde méditerranéen et le monde chinois, il n'y a pas de contact. À cette époque-là, c'est trop loin. On a Alexandre qui est allé pour la première fois jusqu'en Inde, mais il n'est pas allé au-delà non plus. Et encore ici, on est bien avant cette époque.
Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait des contacts physiques entre les penseurs? C'est qu'on peut penser que c'est des sortes d'invariants de la recherche humaine, du questionnement humain, de se dire quel est le rapport entre l'un et le multiple, quel est le rapport entre être et devenir. Et donc, ce n'est pas du tout étonnant si ça peut surgir dans d'autres cultures, en même temps ou à d'autres époques, sans influence de l'une sur l'autre. Ça n'a rien d'étonnant. Au contraire, c'est plutôt étonnant quand on découvre des cultures où ça ne s'est jamais posé, ce genre de questions. C'est plutôt là qu'on se dit, mais pourquoi ces questions-là n'ont pas pu être explicites? Pourquoi elles n'ont pas été théorisées? Et donc, on peut faire l'hypothèse alors que c'est parce que une autre réponse était trop forte, était trop prégnante, était trop, peut-être même érigée en dogme et indiscutable et sacrée. Donc, que ce soit au sens d'un mythe ou d'une religion, était trop dogmatique et sacrée pour qu'on puisse même penser à une autre réponse à ces questions. Donc, avec ceci, on a terminé Parménide et je vais m'arrêter là sur la pensée pré-socratique ou pré-platonicienne et passer maintenant à la notion d'être chez Platon. Et la meilleure manière peut-être de l'introduire, c'est de penser d'abord à comment Platon a hérité le questionnement philosophique de Socrate. Socrate, comme il est bien connu, n'a rien écrit lui-même. Donc tout ce qu'on connaît de Socrate, c'est par les premiers dialogues de Platon, les dialogues de jeunesse, ou par l'un ou l'autre auteur de l'époque, mais qui a été moins profond philosophiquement, comme Xénophon, par exemple, dans les Mémorables. Mais dans les premiers dialogues de Platon, on a vraiment un écho de la manière de procéder socratique. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans ces dialogues, Socrate devient de plus en plus un personnage éloigné du Socrate historique, de plus en plus éloigné du Socrate historique, et qui devient le porte-parole de Platon, mais d'une pensée qui devient proprement celle de Platon. Et c'est pourquoi les premiers dialogues sont aporétiques, c'est-à-dire qu'on pose une question au départ, Socrate pose une question à divers interlocuteurs, les interlocuteurs proposent une réponse, Socrate démonte cette réponse, il la met à l'épreuve, il montre pourquoi elle ne suffit pas ou elle ne fonctionne pas. C'est une méthode qu'on appelle l'élenkos, c'est une méthode de réfutation, de mise à l'épreuve et de réfutation. Et puis, on cherche d'autres réponses éventuellement, et finalement, on n'arrive jamais exactement à répondre à une solution qui convainque tout le monde, à une solution où on se dit, ah ben voilà, ça c'est la bonne, là on a trouvé la bonne réponse. Jamais. Dans ces premiers dialogues, c'est ça que ça veut dire aporétique, hein, on s'arrête à une aporie, à une difficulté insoluble. Ça ne veut pas dire évidemment que le dialogue n'a servi à rien. Pendant tout ce temps, on a réfuté des fausses opinions, donc c'est déjà avancé dans le savoir. C'était typiquement ce que Socrate appelait le savoir. Le début, en tout cas, du savoir, c'était se rendre compte de son ignorance en ayant réfuté les mauvaises propositions auxquelles on croyait jusque-là. Et notamment, alors ce qui va nous permettre d'entrer dans la question de l'être chez Platon, c'est notamment cette question que Socrate pose constamment, c'est toujours une question sur qu'est-ce que c'est que telle ou telle chose. Donc, essayer d'atteindre l'essence, le ce que c'est de telle ou telle chose. Et ces choses sur lesquelles il s'interroge ne sont pas du tout quelconques, c'est en général des questions morales. Donc, qu'est-ce que c'est que la justice, la tempérance, le courage, avec une visée de les réaliser, avec une visée pratique toujours chez Socrate. C'est comment est-ce qu'on peut les prôner, éduquer les enfants à les développer, si on ne sait pas exactement ce que c'est. Comment on peut dire soit courageux, soit tempérant, soit juste, si on ne sait pas exactement ce que c'est. Or, dès qu'on demande à quelqu'un, donne-moi une définition du courage, etc., toutes ces définitions, on voit bien que elles sont insuffisantes, elles ne correspondent pas à tous les cas, ou on n'est pas d'accord, ou on n'arrive pas à se mettre d'accord, ou bien on constate un relativisme culturel dans les réponses. Si on demande
à un Perse au lieu de demander à un Grec. Si on demande à tous les autres peuples que connaissaient déjà les Grecs, ils vont avoir des réponses différentes. Donc, est-ce qu'il n'y a vraiment pas une seule définition? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas une seule essence, un seul ce que c'est de ce genre de choses? Et Socrate, ça le perturbe vraiment, parce que si on est obligé de s'en tenir à la relativité des réponses, alors chacun fait ce qui lui plaît, chacun fait selon ce qu'il comprend. Chacun éduque ses enfants comme il comprend que c'est bien, et il n'y a plus d'unanimité, il n'y a pas un critère pour juger généralement. Et ça le dérange profondément. Mais l'exemple que je vais creuser plus particulièrement, c'est un exemple qui n'est pas moral, c'est l'exemple du beau. Enfin, il y a aussi un beau moral, mais Socrate pose la question plus généralement, aussi sur le beau, simplement esthétique, l'appréciation des choses belles. Et donc, c'est un de ses interlocuteurs à qui il demande, toi qui sais tout, parce que c'est un de ces sophistes qui pensait tout savoir sur tout, il demande, mais toi qui sais tout, comment tu définirais la beauté? Donc, la beauté ou le beau, c'est équivalent. Et le sophiste commence par lui donner des tas d'exemples. Ah, mais le beau, c'est une belle jeune fille, c'est une belle jument, c'est un beau vase. Enfin, il lui donne des tas d'exemples. Socrate lui dit, mais ça, c'est pas le beau, ça, c'est des exemples de choses belles. Mais le beau, la beauté en elle-même, prise en elle-même, qu'est-ce que c'est? Et le gars ne sait pas répondre. Il ne sait pas. Et Socrate précise, moi, je veux savoir justement, qu'est-ce qui fait que toutes les choses belles sont belles? Qu'est-ce qui fait qu'on les reconnaît comme belles? Non seulement qu'on les reconnaît comme belles, donc il y a bien quelque chose de commun à toutes qui nous permet de dire à chaque fois celle-là elle est belle, et qui nous permet de les opposer à celles qui ne sont pas belles. Donc il y a bien quelque chose qu'on reconnaît à chaque fois. Et quelle est cette chose qui est une, justement, qui, elle, n'est plus relative, sur laquelle il faut qu'on s'accorde, on doit pouvoir s'accorder sur elle, qui n'est pas temporaire et changeante, parce que toutes les choses belles sont temporaires et changeantes, elles vont toutes disparaître, elles vont toutes se modifier, mais le beau, non. Le beau, on va continuer à pouvoir le trouver dans d'autres choses, donc lui, il n'aura pas changé, il ne va pas disparaître jamais. Qu'est-ce que c'est ça? On devrait pouvoir atteindre ça. Et bon, comme je disais, c'est aporétique, donc il n'y arrive pas. Mais Platon retient ça. Il retient cette nécessité que pour qu'on puisse parler de choses belles, il faut qu'il y ait quelque chose en elles qui soit unique, qui soit le même chaque fois, qui ne se modifie pas. Et c'est ça qu'il appelle être. Être, c'est ne pas se modifier. Donc ce qui est, c'est seulement cette beauté en elle-même par lesquelles les choses belles sont belles et qui ne se modifie pas, elle, et qui n'est pas relative et qui n'est pas temporaire. Donc cette beauté en elle-même, il dit, elle est, parce qu'elle ne devient pas. Tout le reste devient, ça c'est. Et donc, pour le être, il retient les mêmes critères que Parménide. On ne peut parler de être que si c'est un, indivisible, toujours identique, et ne se modifiant pas avec le temps, ne se modifiant pas dans le temps. Platon dira, donc ce n'était pas, ça ne sera pas, c'est toujours, et toujours identique. Donc c'est les mêmes critères. Et donc ça désigne deux types de réalités complètement différents. Et donc, pour chacun des termes qui peuvent décrire une chose, il doit exister un étant de ce type. Et ces étangs immuables, il les appelle des idées ou des formes. C'est ça la théorie des formes ou des idées chez Platon. Donc c'est vrai pour les qualités comme beau, juste, c'est vrai aussi pour les choses. Donc l'homme, par exemple, l'homme est aussi une idée ou une forme universelle qui convient à tous les hommes. C'est l'idée par laquelle tous les hommes sont hommes. C'est moins le cas, enfin il y a eu hésitation dans l'Académie de Platon sur les
d'objets fabriqués. Parce que les objets fabriqués, on sait bien que les humains ont commencé à les fabriquer à un certain moment. Et donc, est-ce qu'on peut dire que l'idée était déjà éternelle si ce sont les humains qui les ont fabriqués? Donc là, il y avait débat dans son école. Mais en tout cas, il y a évidemment un nombre très important d'idées, puisque pour chaque qualité, chaque propriété des objets et pour chaque identification de ce que c'est, tous les objets en tout cas naturels, il y a à chaque fois une idée. Et c'est par cette idée, selon Platon, que la matière possède ses caractéristiques. Donc il y a une impression de la forme dans la matière qui lui donne à la matière ses caractéristiques. Et en plus, ce qu'ajoute Platon et que ne faisait pas du tout Parménide, c'est de donner une justification du fait d'être. Cette justification, vous allez voir comment il fait. Ça se trouve dans la République. Donc ça, c'est dans un dialogue de maturité. Là, c'est vraiment quand s'exprime la position propre de Platon. Donc, c'est dans les dialogues de maturité. Et la République est un dialogue qui pose au départ une question morale, puis politique, et puis finalement ontologique. Donc, il y a les trois niveaux qui vont se retrouver imbriqués l'un dans l'autre. La question morale, d'abord, c'est la question de la justice. C'est la question, qu'est-ce qui est juste? Donc, Socrate, de nouveau, est avec une série d'interlocuteurs et ils discutent, ils essayent de trouver ce que ça signifie la justice. D'abord, donc, comme qualité morale de chaque individu. Et puis, ils se disent, mais au fond, peut-être que ce serait plus facile de la trouver dans une cité et donc de définir qu'est-ce que c'est qu'une cité juste. Donc, de passer au niveau politique, un niveau plus macroscopique, ce sera peut-être plus facile. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une cité juste par rapport à une cité injuste? Et donc, ils réfléchissent sur une cité où chaque individu aurait ce qu'il mérite. La justice, ça serait ça, que chacun occuperait la fonction, le statut social qu'il mérite, qui correspond, autrement dit, à ses qualités réelles. Et pour déterminer donc, comment on pourrait donc, organiser cette cité et arriver à savoir quel est le bien pour chaque type de personne, pour chaque groupe de personnes, et quel est le bien donc, de l'organisation de l'ensemble, ils en arrivent à dire qu'il faudrait d'abord connaître ce que c'est que le bien en soi. Donc, de la même manière que pour comprendre toutes les choses belles, il faut qu'on atteigne l'idée beau. Qu'est-ce que c'est le beau? Eh bien, de la même manière, pour pouvoir dire qu'est-ce qui est bon pour chaque catégorie de personnes, qu'est-ce qui est bon comme organisation de la cité, il faudrait d'abord connaître le bon en soi. Et comment arriver à connaître le bon en soi? Donc là, il y a un des interlocuteurs qui demande à Socrate, comment toi, alors, Socrate, tu vas définir le bon en soi pour pouvoir après l'appliquer dans la cité? Parce que si on n'arrive pas à le faire, on n'arrivera jamais donc à terminer notre questionnement de départ. Et Socrate dit, ça dépasse mes forces pour le moment. Je suis incapable de dire ce que c'est que le bon en soi, mais je peux essayer de l'approcher par un certain procédé qui est une analogie. Je vais faire une comparaison de relations entre des choses visibles, des choses que nous connaissons parce qu'elles sont visibles, et puis ce que nous ne connaissons pas et qu'on essaye de connaître, c'est-à-dire le bon. Enfin, l'en soi, ce qui est du côté des formes et donc de l'être. Il dit donc, prenons donc l'ensemble des choses visibles et voyons avec quoi on peut les atteindre, les saisir. On les saisit avec la vue. Mais il y a une condition pour que la vue puisse atteindre le visible, c'est qu'il faut la lumière. Donc il y a un milieu intermédiaire qui est condition de mise en rapport et donc de connaissance du visible par la vue. Donc ici, on a une condition de possibilité qui est la lumière. Et la lumière, en fait, d'où vient-elle? Qu'est-ce qui diffuse la lumière? Qu'est-ce qui permet donc, qu'est-ce qui est la condition ultime de la connaissance visible? Ce qui diffuse la lumière, c'est le soleil. Eh bien, dit Platon,
On va retrouver du côté des choses pensables une même condition. Donc, on a d'une part le visible et d'autre part le pensable, parce que les formes et les idées sont des choses qui sont seulement pensables. Elles ne sont pas saisissables par les sens. Donc, le beau en soi n'est pas saisissable par les sens. Il faut le penser. C'est un concept, si on veut. On dit parfois les choses intelligibles. Hein. Parfois, on oppose, disons couramment, le visible et l'intelligible. Mais intelligible ne signifie rien d'autre que pensable. Donc, ouais, des choses pensables. On va trouver l'analogue. On va trouver pour les choses pensables la même condition, à savoir, on se demande, donc les choses pensables sont saisies par la pensée ou l'intelligence, c'est-à-dire ce qu'on a vu, le mot qu'on avait vu en grec chez Parménide, c'est le nous. C'est toujours le même terme grec, le nous. Et quel va être l'équivalent de la lumière, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet à la pensée de saisir le pensable? Platon, oui, par l'intermédiaire de Socrate, dit c'est l'être et la vérité. Donc, ce qu'il met ici comme condition, c'est l'être, et il dit en grec toon, et la vérité. On peut se permettre de traduire toon ici par être et pas par étant, parce que le participe présent substantivé signifie aussi, notamment chez Platon et on le verra aussi chez Aristote, le fait d'être, signifie l'action, l'acte d'être, le fait d'être. Et ici, c'est bien ça. C'est le fait qu'il y a de l'être, c'est le fait qu'elles sont qui nous permet de saisir les formes. Et c'est le fait qu'elles sont véritablement, qu'elles ont un être vrai. Donc, en fait, pour Platon, l'être lui-même est vrai. Elles existent vraiment, ou elles existent de la manière vraie. Leur mode d'être est le mode d'être vrai. Donc, c'est ça la condition pour qu'on puisse les saisir. Et alors, cet être et cette vérité, par quoi ils sont donnés? Par quoi sont-ils donnés? Par quoi sont-ils diffusés de la même manière que la lumière? Eh bien, c'est là, l'analogie avec le soleil, c'est l'idée de bon. C'est l'idée bon. C'est l'idée qui fait partie de cette multiplicité des formes ou des idées. Il en est une parmi d'autres, mais c'est une idée plus éminente. C'est une idée qui est au-dessus de toutes les autres, dit Platon. Hein, il utilise ce mot-là. C'est une qui est au-dessus de toutes les autres. Elle est souveraine par rapport aux autres. Pourquoi? Parce qu'elle est une justification, justement, une justification du fait d'être. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'être et de la vérité qui nous permet de penser? Pourquoi? Parce que c'est bon, parce que c'est bien. C'est une justification du fait d'être. Donc on ne s'arrête pas, comme Parménide le faisait, à « il y a de l'être », l'être est. On ne s'arrête pas à ça, on remonte encore plus loin et on dit mais pourquoi il y a de l'être et pas rien, ou seulement du devenir? Parce que c'est bien. Donc on a une justification ici par une valeur, hein. On a un argument axiologique, un argument par la valeur de l'ensemble de ce qui est. Il y a plus que du devenir parce que c'est bien. Donc ce type de justification qu'on retrouvera par la suite dans des pensées théologiques, par exemple, mais qu'on trouve pour la première fois chez Platon. Bon, mais ce n'est pas tout. Dans la République, ce qui est très connu aussi, c'est qu'une fois qu'il a développé, qu'il a fait cette analogie, Socrate poursuit en reprenant la division entre visible et pensable, et il dit, en fait, cette division, on va encore la diviser en deux. Donc, on va dire, il y a les étangs visibles, on a les étangs pensables, et chacun possède encore deux sections. Et ces sections, en fait, contrairement à ce que dit Parménide, justement, elles vont avoir un statut d'être différent. La toute première section dans le visible, c'est seulement les images. Les images, donc, il y a les images naturelles, les reflets, les ombres,
tout ce que peut projeter les corps, tout ce que peuvent projeter les corps, ou bien il y a les images créées par nous. Et puis à côté, il y a les corps naturels, ou les corps fabriqués, mais à partir d'objets naturels. Tout ça, donc, c'est du visible ou du sensible. Et à côté de ça, bon, on a déjà vu qu'il y avait les idées, mais avant les idées, entre les corps et les idées, il y a les objets mathématiques. Et quelle est la différence? Je vais les appeler plutôt les formes, je pense que c'est plus parlant, parce que ce n'est pas des idées, hein, c'est des formes qui existent vraiment en elles-mêmes. Et quelle est la différence entre les mathématiques et les formes? Elle est très intéressante, c'est que, en fait, à l'époque de Platon, c'est à cette époque-là que se développent les éléments d'Euclide. Donc, dans les éléments d'Euclide, il y a plusieurs, comment dire, ça a pris un certain temps, il y a plusieurs années d'écriture, mais on sait que c'était dans les milieux platoniciens que ça se faisait. Et dans les éléments d'Euclide, c'est très clair qu'on part d'axiomes, hein, on part d'hypothèses, c'est-à-dire essentiellement des définitions d'objets. On définit les objets les plus simples de la géométrie et de l'arithmétique, et à partir de là, on déduit des théorèmes ou on fait des opérations arithmétiques, etc. Mais donc, on part d'hypothèses, dit Platon. C'est ça on prend pour principe des hypothèses. On prend pour point de départ des hypothèses qu'on considère comme des axiomes, mais on les pose. C'est-à-dire qu'on pourrait en prendre d'autres et alors notre déduction serait tout autre. C'est ce qu'on a fait avec les géométries non euclidiennes, par exemple. On change les axiomes, on ne dit plus les parallèles se rejoignent à l'infini, on change, ou bien on ne dit plus c'est la droite qui est la distance la plus courte entre deux points, on va dire ben non, c'est une courbe, et hop, on est parti dans une autre géométrie. Et ça, c'est exactement ce qu'il dit. On peut changer les hypothèses si on veut, et on crée une autre mathématique. Et donc, à partir de... Donc, pardon, je termine. Si on veut, mais ça ne lui manquait pas spécialement. Lui, il a fait sa géométrie, et après, on peut en faire d'autres. Mais... par un point j'en sais rien, je ne me souviens pas. Non, je sais rien. Non, je dis, il faut regarder sur Internet. Oui, donc la question c'était, est-ce que c'est Euclide qui a déjà dit que par un point ne peut passer qu'une seule parallèle? Je ne sais pas. Mais ça, de toute façon, ça, c'est déjà pas un axiome. Ça, c'est déjà quelque chose qui est déduit. Ça, c'est déjà quelque chose qui est déduit. C'est la différence entre la géométrie euclidienne et les autres. Peut-être pas toutes les autres, parce qu'il y en a aussi où c'est une question de courbe plutôt que de droite riemannienne, si je ne me trompe pas. Mais bon, enfin bref. L'important est ceci, désolée de ne pas pouvoir préciser, qu'on part d'hypothèses et puis on a une science déductive. Alors que pour les formes, pour connaître les formes, on va remonter plutôt au principe qui ne sera pas une hypothèse, justement, et ce ne sera pas une déduction. Alors, il faut créer une méthode qui permette de remonter au principe, non pas à partir d'hypothèses, mais à partir d'autres choses, remonter au principe. Et ce principe, c'est justement la forme. Et puis, et ce principe, donc, il ne sera pas modifiable. On ne pourra pas dire, si j'en prends un autre, j'obtiendrai une autre science. Et donc, cette science-là qui permet de remonter à un principe par une méthode bien particulière, c'est la dialectique. C'est là qu'il introduit la science dialectique, qui n'est pas une simple science du dialogue, hein, parce que si la dialectique n'était qu'un dialogue, on pourrait dialoguer pour n'importe quoi. C'est vraiment... on va en voir justement deux types de démonstrations de ce que c'est qu'une dialectique. Une première, c'est dans le dialogue qui s'appelle le Parménide et qui met en scène Parménide rencontrant le très très jeune Socrate et lui faisant une démonstration d'un raisonnement qui pose ce que c'est que l'un et qui réfléchit aux relations entre ce un et l'être. Donc quel rapport entre un et être. Mais en fait, cette méthode-là, il finit par l'invalider et par montrer qu'elle peut juste aboutir à une série d'hypothèses, justement. On pourra dire, soit on considère l'un tout seul et on dit, on ne peut même pas lui attribuer l'être parce que si on lui attribue l'être, il y aura deux. Il ne sera plus tout seul, donc il n'aura pas un absolu.
ou bien on considère que l'un a aussi l'être, mais alors on accepte qu'il est deux, donc il est à la fois un et multiple, et de là, on a toute une série de conséquences nouvelles, etc. Donc en fait, finalement, c'est une méthode qui, se présentant comme une méthode de concept, et même des concepts les plus généraux, en fin de compte, est encore déductive. Et elle n'aboutit pas vraiment, enfin, ils ne sont pas vraiment satisfaits à la fin du dialogue développé. Donc, comment la véritable méthode dialectique, c'est justement dans le sophiste qui va en faire une démonstration. Donc, c'est là que j'y arrive enfin. Mais juste, c'était le Parménide, justement. Il s'appelle le Parménide parce que l'interlocuteur principal, c'est Parménide lui-même. Mais évidemment représenté de manière fictive, parce qu'il n'a jamais rencontré Socrate, il n'a jamais fait cette démonstration. Mais bon, ça s'inspire. En fait, tout cet exercice dans le Parménide s'inspire plus de Zénide que de Parménide lui-même. Parce qu'on a des exemples de Zénon de ce type-là de raisonnement, mais sur des thèmes beaucoup plus courts. Alors, c'est aussi dans le Parménide, dans la première partie du Parménide, que Platon met en question sa propre théorie des idées en montrant toutes les difficultés. Et notamment, la difficulté principale, c'est toujours celle du rapport entre l'idée et les objets qui sont censés participer à l'idée. Donc, le mot technique qu'il utilise, c'est participer. Donc, toutes les tables participent à la forme table, et c'est pour ça qu'elles sont des tables. Toutes les choses grandes participent à la forme grande, etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette participation? Donc, il y a un problème de rapport entre l'un immobile, éternel, et puis les multiples changeants. Mais il y a un autre problème qu'on a appelé l'argument du troisième homme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça en logique, c'est devenu un argument assez classique. Donc, l'argument du troisième homme, c'est... Je sais pas, moi, je vais peut-être changer de page. Parménide dit, donc supposant, lui, il ne prend pas l'exemple d'un homme, il prend l'exemple d'une chose grande. Il dit, on a des multiples choses grandes dont on dit qu'elles ont tout en commun leur participation à la forme grand. C'est la théorie. Elles sont toutes grandes parce qu'elles participent toutes à la forme grande. Grand. La forme, le grand en soi. Il l'appelle aussi le grand en soi ou le grand lui-même. C'est comme ça qu'en général qu'il nomme la forme par rapport aux autres choses. Bon, mais si ça nous permet de voir le point commun entre toutes les choses grandes, qu'est-ce qui va nous permettre de voir le point commun entre ces choses grandes et la forme grande? Et, en général, il a souvent présenté dans ses dialogues de maturité il a souvent présenté la forme comme étant le modèle dont les choses singulières sont les copies. Mais si c'est une relation de modèle à copie, alors cette ressemblance entre le modèle et les copies, cette ressemblance, qu'est-ce qu'elle est? Elle est une autre forme. Elle doit être une forme qui réunit à la fois la forme modèle et la forme copie. Sinon, comment est-ce qu'on sait que le modèle est ressemblant, enfin, que les copies sont ressemblantes au modèle? Comment on le sait? Si on n'a pas quelque chose qui les réunissent, justement, qui réunissent les deux. Donc, en fait, on a besoin d'un nouveau point commun qui est un troisième grand, à côté du grand forme et du grand les sensibles. Et puis après, on peut continuer comme ça, hein, parce qu'on aura besoin d'un quatrième pour voir le rapport entre celui-là et ceux-là, etc. Et donc, en fait, c'est une aporie. C'est une aporie parce qu'on va aller à l'infini, on ne saura jamais. On ne saura jamais comment s'arrêter et comment justifier cette communauté qu'il y a entre la forme et les choses qui participent à elle. Donc, c'est ce que Aristote appellera l'argument du troisième homme, mais il se trouve chez Platon déjà lui-même. Et en fait, Platon le met dans la bouche de Parménide, s'adressant à Socrate. Et Parménide disant donc, il y a quelque chose qui nous manque là. On n'arrive pas à résoudre ce problème, mais c'est Platon qui avoue qu'il n'arrive pas à résoudre ce problème. Donc ça, il remet en question constamment en fait ces propos qu'il affirmait de manière quand même très tranchée dans les dialogues de maturité. Et il va continuer sur cette lancée dans le Sophiste, qui est aussi un dialogue de vieillesse. Donc Parménide, Sophiste, ce sont des dialogues très proches dans le temps. Et dans le Sophiste, la question est ah oui, alors l'interlocuteur, c'est plus Parménide, mais c'est un éléate.
il s'appelle l'étranger d'Élée. Donc c'est un étranger qui vient d'Élée, donc de la même cité que Parménide. Donc c'est un disciple de Parménide, mais qui est cette fois fictif, hein, il reste anonyme, mais simplement, c'est une manière pour Platon, évidemment, de s'installer de nouveau dans cette tradition, dans cette filiation. Hein. Parménide pourrait dire ça, mais là je prends quelqu'un de son école. Et comme l'étranger d'Élée est en vacances, est en visite à Athènes, Socrate lui demande comment on définit dans sa cité le sophiste, le philosophe et l'homme politique. Donc, il y a trois personnes qui l'intéressent particulièrement. Et l'étranger va l'aider, il va lui dire, bon, je ne peux pas le dire comme ça, il faut qu'on développe, il faut qu'on fasse une réflexion ensemble, et donc ça fait une réflexion qui prend tout un volume. Il va le faire pour le sophiste, il va le faire pour le politique, donc il y a un dialogue de Platon qui s'appelle le politique, il ne va jamais le faire pour le philosophe. Alors, ou bien parce qu'il n'a pas eu le temps, ou bien parce qu'il estimera qu'en ayant défini le sophiste, il a en même temps défini le philosophe. Parce que vous allez voir, il y a très, très peu de choses qui les séparent. Et à un certain moment, il dit même, c'est comme le chien et le loup. Hein, c'est comme chien et loup, il n'y a pas grand-chose qui les sépare. Mais bon, mais cette chose est extrêmement importante. Donc, comment est-ce qu'on définit le sophiste? Alors, tout le début, c'est la mise au point d'une méthode de division. Donc, c'est très technique. Hein. Il cherche une méthode de division. Donc, tout est à construire. Hein. C'est là qu'on se rend compte qu'à cette époque-là, tout était à construire. On n'avait pas des méthodes philosophiques déjà, de logique, d'investigation, etc. Donc, il commence par construire une méthode de définition. Il la met à l'épreuve sur un autre exemple, puis il revient à l'exemple du sophiste avec son interlocuteur, c'est un jeune homme qui s'appelle Théétète, qu'on retrouve d'ailleurs dans un dialogue qui porte ce nom. Il s'est habitué, à partir d'un certain moment, à toujours prendre des jeunes hommes comme interlocuteurs parce qu'ils ont des esprits très frais, hein, ils n'ont pas trop de préjugés, et donc ils considèrent très sincèrement les propositions qu'on leur fait. Et donc, bien celui qui mène le jeu, quand même, c'est lui qui apporte le principal. Bref, ils en arrivent à élaborer 6 définitions différentes du sophiste, mais toutes ont en commun le fait que c'est un contradicteur. Donc, c'est quelqu'un qui a l'art de la dispute oratoire, hein, de la dispute rhétorique, de la dispute entre des thèses opposées. Donc, qui a l'art d'emporter la victoire dans une joute oratoire. Et c'est un contradicteur qui prétend pouvoir l'emporter dans une joute sur n'importe quel sujet, dans n'importe quel domaine. Alors, l'Iliade dit, est-ce que tu crois, Théétète, que c'est possible, ça, de connaître tellement bien tous les domaines qu'on peut l'emporter dans une discussion sur n'importe quoi? Et il dit, non, évidemment, ce n'est pas possible. Il peut pas, personne n'a un savoir universel comme ça. D'accord, donc il fait semblant de savoir. Oui, il fait semblant de savoir. Et donc, il dispense un faux savoir. Ben oui, il dispense un faux savoir. Bon, eh bien, dit l'Éléate, Théétète, tu crois que c'est simple, mais ce n'est pas du tout simple. Parce que si on lui dit ça, le sophiste, il va bien s'amuser, il va nous échapper très facilement, et il va nous échapper de 2 façons. D'abord, il va nous dire comment est-ce que je pourrais tenir un discours faux, alors que dire le faux, c'est dire ce qui n'est pas. Or, Parménide, notre maître à tous, nous a bien dit qu'on ne peut pas dire ce qui n'est pas et on ne peut pas le penser. Donc, je ne peux pas dire le faux. Le faux n'existe pas puisque le faux, c'est ce qui n'est pas. Et c'est plus fort en grec, ça apparaît plus manifestement en grec qu'en français. Parce qu'en grec, c'était d'usage tout à fait courant quand on voulait dire faux, hein, dire le faux, dire une chose fausse, c'est tout à fait courant de dire ce qui n'est pas. Ou quand on voulait dire je vais te dire vrai, hein, je vais te dire une chose tout à fait vraie, on disait je vais te dire ce qui est. Donc c'est tout à fait courant. Donc là, évidemment, d'emblée, on tombe sur ce qui n'est pas. Et puis, d'une autre manière encore, le sophiste va s'esquiver parce qu'on va lui dire tu es un faiseur de faux savoir et donc de semblant de savoir. Donc, ce que tu montres, c'est une naissance. Alors, il va dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une imitation, hein, c'est une image, une copie de ce qui serait la vraie connaissance. Mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'une image? Et donc, l'Éléate lui dit, Théétète, si t'interroges, qu'est-ce que tu vas lui répondre? C'est quoi une image? Alors, Théétète réfléchit à une définition, il dit, ça pourrait être une autre chose semblable à la chose véritable. Une autre chose semblable, qui ressemble à la chose véritable. Alors, le sophiste va dire,
Et la chose véritable, c'est un étang. Ah oui, oui, c'est un étang. Okay. Et la chose qui n'est pas la chose véritable, mais qui lui ressemble, elle est le contraire de la chose véritable. Bon, on va lui dire oui. Bon, bah alors, si elle est le contraire, alors elle est un non-étang. Il va même plus loin parce qu'il dit non seulement non-étang, mais il ajoute aussi l'adverbe qu'on avait déjà vu chez Parménide. Donc, on a on et on a ontos. Hein. Ontos, on, c'est ce qui est étantement, hein, ce qui est étantement, ce qui est réellement, quoi, ce qui est réellement. Et alors, il va nier les deux. Donc, l'image, puisque ce n'est pas la chose véritable, donc l'original, alors on va dire que c'est un ouk, c'est la négation, ouk ontos, ouk on. Hein, c'est le non réellement, non étant. Et pourtant, dit timidement tête quand même, et pourtant, l'image, elle existe. Elle est un étang aussi, elle existe. Et donc, en même temps, elle n'est pas et elle est. Donc, non seulement on dit qu'il y a des choses qui ne sont pas, mais en plus, en même temps, c'est et ce n'est pas. Donc, c'est exactement tout ce que disait Parménide qu'il ne fallait surtout pas penser. Donc, ils sont complètement perdus. Et l'Éléate lui dit, si on veut maintenir que le sophiste est un faiseur de faux savoir, il faut vraiment qu'on résolve ce problème. Sinon, on ne pourra jamais le distinguer du philosophe. C'est ça l'enjeu. Bon, c'est très important. Donc, on s'y attelle. Alors, il dit, mais puisque le non-étant semble échapper à la pensée et à la parole, si on essayait d'abord avec les temps, hein, si on essayait d'abord de définir les temps, et peut-être que dans la foulée, on arrivera aussi à définir le non-étant. Ok, d'accord, c'est quoi les temps? Bon, mais si on regarde ce que les philosophes nous ont dit qu'étaient les temps, on se retrouve avec toutes sortes de généalogies, d'éléments qui se mélangent les uns aux autres, qui se génèrent les uns les autres. Et donc, il le présente comme si c'était des mythes, en fait. Bon, et puis, il dit, il y a quand même deux courants principaux. Il y a un courant qui ne reconnaît comme étant que les corps, les matérialistes, hein, en fait. Il y a des matérialistes. Seuls les corps sont étants. Et d'autres, au contraire, qui ne reconnaissent que les formes immatérielles comme étant. Ça, c'est lui dans la République. C'est lui dans la République. Il n'y a que les formes éternelles qui sont des étangs. Et ceux-là, il les appelle les amis des formes, et les autres, il les appelle les fils de la terre, hein, les matérialistes. Et il dit, c'est difficile de trouver quelque chose qui les concilie, ils sont tellement opposés, mais on pourrait leur proposer cette définition-ci de étant qui pourrait peut-être être acceptée par les deux. Cette définition, c'est est étant toute chose qui a la puissance d'agir ou de subir de quelque façon que ce soit. Donc, toute chose qui a la puissance d'agir ou de subir de quelque façon que ce soit, même de façon aussi minime sur n'importe quoi, cela, c'est un étant. Et donc, ça peut être un corps, mais ça peut être autre chose, parce qu'autre chose peut agir ou subir. Ce n'est pas nécessairement un corps, donc ça pourrait réconcilier tout le monde. Alors, Théétète dit, mais les amis des formes, ils vont jamais accepter cette définition. Eux, ils vont pas l'accepter, parce que eux, ils pensent que la pensée saisit les pensables, c'est comme le Platon de la République, la pensée saisit les pensables, mais cette saisie, la pensée, n'est pas un mouvement, hein, et donc, ce n'est pas une action, ce n'est pas agir sur, elle n'agit pas sur le pensable. Et le pensable, c'est-à-dire les formes, elles ne subissent rien, hein, parce que ce qui subit est affecté, elles ne sont pas affectées, elles ne subissent rien. Donc, l'agir et le subir, ils ne vont pas accepter. Bon, alors, les voilà bloqués aussi à partir de l'étang, donc ils sont ennuyés. Alors, il y a d'autres développements que je vous passe qui montrent aussi qu'il est compliqué de savoir ce que c'est que l'étang chez les autres présocratiques, ceux qui ont dit, par exemple, que l'étang était un élément comme l'eau, comme l'air, comme l'indéterminé, ou ceux qui ont dit qu'il y avait deux éléments, hein, ceux qu'on a vu, les deux séries de contraires qui forment l'étang. Il a aussi qu'est-ce que ça veut dire finalement l'étang, parce qu'on voit bien que l'eau est, que les autres choses sont, mais qu'est-ce que ça veut dire être? Et là, il pose une question de nouveau presque à la manière de Parménide. Il dit les choses qui sont en mouvement, les choses qui sont en repos, les choses qui sont soit un seul élément, soit plusieurs, bon, tout ça. En fait, quand on dit que tout ça est, le est ne se confond avec aucune d'elles. Le est, ce n'est pas le mouvement, ce n'est pas le repos, ce n'est pas l'unité, ce n'est pas l'eau ou un autre élément. Le est, ce n'est pas ça. C'est autre chose qui vient en plus de tout l'ensemble de chacune d'elles. Et qu'est-ce que ça peut bien être pour être commun à toutes?
C'est-à-dire, on dit de chacune de ces choses qu'elle est. Il y a des choses qui sont immobiles, d'autres qui sont en mouvement, d'autres qui sont, etc. Mais qu'est-ce que c'est le « est » qui vient en plus chaque fois? Ça, personne ne le sait. Personne ne le dit. On leur demande c'est quoi les temps, et ils nous donnent des exemples. Ah ben c'est l'eau, ah ben c'est l'indéterminé. Mais ils ne disent pas c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, étant. Donc c'est la même question que Heidegger. Hein. On a perdu on retombe sur de l'étant au lieu de parler de l'être. Et la seule chose qu'on a acquise, que dit l'Iliade, c'est la seule chose qu'on a acquise, c'est que on doit pouvoir admettre que une chose est plusieurs, dire qu'elle est plusieurs choses. Donc, on peut dire de l'eau qu'à la fois elle est l'étang, qu'elle est l'élément premier, qu'elle est fluide, qu'elle est, etc. Et on peut chaque fois utiliser le être pour lui dire des tas de choses. Donc, elle est plusieurs choses en même temps. Et ça, c'est vrai de toutes, que vous preniez n'importe lequel des étangs qu'on peut penser ou qu'on peut sentir. De toute façon, il sera plusieurs choses. Donc, l'usage, en tout cas, du verbe doit pouvoir être multiple pour toute chose. Mais ça, vous allez me dire, c'est plutôt le « est » en tant que liaison entre un sujet et un prédicat. Ce n'est pas vraiment le « est » en tant que mode d'être. Donc, ça ne résout pas vraiment la question. Et donc, c'est là que l'Éléate dit, on va faire l'exercice de voir quelles sont les formes, donc juste seulement au niveau des formes, quelles sont les formes qui peuvent s'associer entre elles, et celles qui ne le peuvent pas. Et on va voir le rapport des formes avec la forme être. Donc, parce que être aussi a une forme forcément, puisque c'est la notion même de forme. C'est la notion même de forme, non, c'est plutôt là, hein, de réunir toutes les choses qui participent, qui possèdent cette caractéristique. Donc, toutes les choses qui possèdent la caractéristique d'être partagent la forme être. Il y a aussi une forme être. Donc, il faut voir essayer de comprendre quelle est la relation de cette forme être aux autres formes. Et il dit, prenons simplement pour commencer les 5 plus grandes formes, qu'il appelle les 5 plus grands genres, les 5 grands genres. Donc, c'est ceux qu'on a déjà cités, l'être, le repos et le mouvement, puisque toutes les choses sont ou bien en repos ou bien en mouvement. Donc, ce sont des genres qui sont les plus grands puisqu'ils rassemblent en fait toutes les choses. Toutes les choses sont ou bien en mouvement ou bien en repos. Et il ajoute 2 autres qui sont le même et l'autre. Pourquoi le même? Parce que toute chose est même à elle-même. Donc en fait, on peut dire que toutes participent au même. C'est un des plus grands genres puisqu'il y a un maximum de choses qui participent à lui. Vous voyez cette idée de participation, hein? Donc ce genre-là, le genre du même, englobe toutes les choses qui sont mêmes. Mais en fait, toutes sont mêmes, puisqu'on est toujours même à soi-même. Donc, toutes sont mêmes. Et l'autre, c'est différent parce que l'autre aussi, toutes choses sont autres, mais pas toutes seules. Pour qu'elles puissent être autres, il faut qu'on les mette en relation avec une autre, justement. Donc, cette fois, c'est une caractéristique relationnelle. Il faut qu'il y en ait au moins 2, mais dès qu'il y en a 2 et qu'on peut les comparer, on peut dire que chacune est autre que l'autre. Donc, c'est aussi un des 5 grands genres, puisque ça s'attribue aussi à toute chose, pourvu qu'on puisse la comparer à une autre. Et donc, on prend ces 5 grands genres et on regarde comment ils peuvent s'associer l'un à l'autre, c'est-à-dire comment on peut dire qu'ils participent l'un à l'autre. Donc, jusqu'ici, on avait vu que la participation, c'était le rapport entre les choses singulières, sensibles, et leurs formes. Et bien maintenant, on va avoir une participation entre les formes elles-mêmes. Et c'est pour ça qu'on est dans la dialectique. On se meut uniquement au niveau des formes. Platon dit il disait déjà dans la République, que pour faire de la dialectique, donc pour être dans la 4e section de la ligne, là, il faut qu'on n'ait aucun recours au sensible, contrairement aux mathématiques qui ont recours au sensible. Parce que la géométrie, par exemple, elle parle de lignes abstraites, elle parle d'ombres abstraits, mais en fait, quand elle fait ses déductions, elle trace. On trace les figures pour pouvoir les mesurer, etc. Donc, en fait, ils ont recours au sensible. Là, il va falloir que nous, on dirait qu'on réfléchisse conceptuellement uniquement, sans avoir aucune observation empirique. Donc, lui, il dit, sans aucun recours au sensible, on se meut uniquement dans les formes. Et donc, on va réfléchir lesquelles vont avec lesquelles. Alors, donc, on peut dire toutes sont, puisqu'on a dit que c'était des étangs, toutes sont, donc toutes participent à l'être.
on peut dire le mouvement et le repos ne participent pas l'un à l'autre. Le mouvement et le repos ne participent pas l'un à l'autre. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire toutes les formes sont en repos, puisque par définition, les formes sont immobiles, donc elles participent toutes au repos. Eh bien là, il y a une confusion bizarre chez Platon, et elle a été relevée par beaucoup de monde, une confusion en fait entre la forme qui, elle, est toujours immobile, et ce qu'elle signifie, les choses qu'elle signifie. Et au niveau des choses qu'elle signifie, effectivement, on ne peut pas dire que des choses en mouvement sont en repos et réciproquement. Donc là, c'est vrai que l'attribution réciproque n'est pas possible. Mais au niveau des formes, on devrait pouvoir dire toutes les formes sont immobiles, donc toutes participent au repos. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la forme des êtres en mouvement, elle est mobile parce que certains objets sont parfois en mouvement, certains objets sont parfois au repos? C'est vrai que certains objets sont parfois en mouvement et parfois au repos, mais la forme, en fait, Platon a toujours défendu, il n'est jamais revenu sur cette idée que vraiment la forme, elle doit toujours être immobile. Et donc même la forme mouvement est toujours immobile. Et donc c'est curieux parce qu'il a l'air de produire une confusion sur sa propre thèse. Mais bon, peu importe, laissons de côté, c'est pas très grave. Parce qu'on va essayer d'arriver au non-être. Hein. Et donc, toutes participent au même en tant qu'elles sont mêmes à elles-mêmes, et toutes participent à l'autre en tant qu'elles sont autres qu'une autre. Alors, ceci est valable aussi pour la forme être. Ceci est valable pour la forme être. C'est-à-dire, l'être, elle aussi, elle est autre que les autres. Donc, l'être participe aussi à la forme autre. Donc, la forme être, hein, celle qui rassemble tous les étangs, enfin, celle à laquelle participent tous les étangs, elle est aussi autre que toutes les autres. Donc, par rapport aux autres, les autres ne sont pas la forme être, donc les autres sont des non-étangs. Toutes les autres ne sont pas la forme, toutes les autres formes ne sont pas la forme être, elles sont toutes autres que la forme être, donc en ce sens, elles sont non-étangs. Donc, la forme être, elle est aussi autre que n'importe laquelle. Et toutes les autres formes, quand on les compare avec la forme être, elles ne sont pas l'étang. Enfin, il l'appelle la forme être, donc elles ne sont pas l'étang lui-même. Hein, donc, elles sont non-étangs. En fait, on est en train d'essayer d'arriver au non-étant. Donc, chacune, en tant qu'elle n'est pas l'étang, est non-étant, et en tant qu'elle participe à l'étang, quand même, elle est étang. Donc, elle est à la fois étang et non-étang. Et donc, la forme, juste je termine, donc la forme est l'étang, ou être, ou l'être, bon, c'est pour ça que je vous disais, un toon, c'est l'étang, mais ici, ça veut dire aussi l'être, quoi. C'est l'être comme forme qui est l'attribut de tous les étangs. Donc, que vous disiez l'étang ou l'être, c'est bon, hein, les deux, enfin, ça veut dire les deux, quoi. Les deux sont vraiment contenus dans ce terme. On ne peut pas éliminer l'un ou l'autre. Bref, cette forme-là, chaque fois qu'elle est opposée à une autre forme, elle-même est autre que cette autre forme, et donc elle n'est pas cette forme. Donc, à l'être aussi s'attribue une multiplicité de non-étangs, et donc l'être, dit Platon, est non-être autant de fois qu'il y a d'autres formes. Donc, en fait, on a reconnu qu'il y a du non-être, et qu'il y en a même autant que de l'être, si pas plus. Si pas plus, parce qu'il y a des choses dont on ne peut pas dire qu'elles sont, hein, on ne peut pas leur attribuer certaines choses, tandis qu'on peut toujours les dire autres que toutes les autres. Donc en fait, c'est ça qui détruit l'argument. Alors, je vais en arriver, désolée d'avancer. Oui, pour le moment, on a simplement, Platon, en arrivant là, il dit simplement, là on a répondu à Parménide, hein, on a dit, on n'a pas réfuté Parménide sur le fait que le rien n'existe pas. Donc ça, on ne l'a pas réfuté.
Hein, on est d'accord avec Parménide, on continue à dire le rien n'existe pas, le non-étant dont nous parlons n'est pas le rien. Ça, c'est très important. En ça, on continue la thèse éléate. Mais là où on s'est distancé de Parménide, c'est qu'on a reconnu qu'il existait un certain non-être, et c'est cet non-être qu'on a appelé relatif, hein, puisque c'est un non-être par rapport à une autre chose, uniquement dans la relation à autre chose. Il n'y a aucune chose qui est non-être en elle-même, elle est toujours non-être par rapport à une autre. Donc, c'est un non-être qui est seulement relatif et qui est par altérité, hein, et qui est synonyme finalement de l'altérité. C'est ça que ça veut dire. Mais on est obligé de dire qu'il y a des choses qui en même temps sont et ne sont pas, hein, et même de multiples fois. Donc voilà la seule différence avec l'interdiction de Parménide. Et alors quand on revient au sophiste, justement, quand on revient avec cet acquis à la définition du sophiste, on peut dire le faux, parce que le faux, c'est le non-être dans le discours, c'est le non-être dans le langage. Dire faux, c'est dire ce qui n'est pas, mais ce qui n'est pas de cette manière relative. C'est-à-dire, si je dis Socrate n'est pas barbu alors qu'il est barbu, je dis le faux. Donc, j'ai dit un non-être. J'ai dit il n'est pas barbu alors qu'il l'était. Ou à l'inverse, si j'ai dit Socrate est chauve et qu'il n'est pas chauve, j'ai dit un être alors que c'est un non-être, j'ai dit le faux. Donc, le faux est parfaitement possible, mais c'est une question d'association des mots. Hein. Dans le discours, c'est une question d'association des mots. Il n'y a pas un mot qui en lui-même est faux. C'est quand j'associe deux mots qui ne vont pas ensemble que je dis quelque chose qui n'est pas tel qu'elle est en réalité, et donc je dis le faux. Donc il fallait accepter cette possibilité du non-être pour pouvoir accepter que dans le langage, il y a du faux. On devait en passer par ce non-être relatif, hein, et par altérité pour pouvoir dire dans le discours, c'est la même chose. On associe des choses qui ne doivent pas s'associer comme ça. Donc, c'est ça qui est faux. Et donc, on peut non seulement dire que le sophiste, il a un savoir faux, un discours faux, mais on pourra aussi dire qu'il y a différentes manières de faire des imitations, qu'une manière est fidèle à l'original, une autre manière déforme l'original, et qu'en plus, quand on déforme l'original, ça peut être en le sachant ou en ne le sachant pas. Et on retient chaque fois une des branches de l'alternative. Alors pour le sophiste, on retient que c'est en ne le sachant pas, puisqu'on a dit qu'il avait un semblant seulement de savoir, c'est en ne le sachant pas. Et pour quelle raison est-ce qu'il dit des choses qui sont fausses en ne le sachant pas? C'est par intérêt, c'est par intérêt, puisqu'il veut gagner. Et alors, on détaille encore dans quel type de discours il le fait, etc. Mais ce que fait surtout remarquer Platon à ce moment-là, c'est qu'il y a un endroit où c'est l'opposé de Socrate, parce que Socrate aussi, il fait des discours contradictoires, il met à l'épreuve les opinions des autres, et il a Attendez, où est-ce que ça se divise? Et en fait, il peut dire des choses qui ne sont pas, mais en le sachant. C'est-à-dire la grande différence, c'est que Socrate pratique l'ironie, qui consiste à dire qu'il ne sait pas, mais qu'il va le dire quand même. Il sait qu'il ne le sait pas, mais il ne prétend pas le savoir, il va le chercher. Au contraire du sophiste, qui prétend le savoir et ne pas devoir le chercher. Donc en fait, il a défini à la fois le sophiste et le philosophe, puisque le philosophe sait qu'il ne sait pas, et donc va construire des méthodes de recherche, tandis que le sophiste prétend savoir alors qu'il ne sait pas et qu'il est induit en erreur et qu'il dit le non-être. Et donc voilà comment se termine le dialogue qui a atteint son objectif qui était de définir le sophiste et qui en même temps s'est situé par rapport à Parménide. C'est vraiment situé sur la question du non-être. Voilà, je m'arrête là. C'était un tout petit peu plus. Bon, on a déjà une séance de questions ensemble. On avait vu la semaine dernière que quand Parménide définissait l'être, ou du moins essayait de le cerner et de nous le faire comprendre et ressentir, il était dans une physique, il n'était pas dans une métaphysique parce qu'il ne cherchait pas de cause à l'être, il ne cherchait pas de finalité à l'être. Là, quand Platon construit les 5
les 5 grands genres, est-ce qu'on est déjà dans une métaphysique? Alors, on s'en approche, c'est sûr, mais est-ce qu'on y est déjà ou est-ce qu'on est encore dans une physique? Ce terme de métaphysique est très ambigu, c'est-à-dire il a reçu des définitions bien différentes. Et c'est vrai que s'il y a une opposition physique-métaphysique, c'est une opposition entre ce qui est naturel et ce qui est du surnaturel, ce qui n'est pas, disons, de cet univers physique, donc qui est une transcendance par rapport à cet univers physique. Donc ça, c'est une manière de comprendre le métaphysique. Mais et donc on peut dire que Platon, dès lors qu'il pose une autre réalité au-delà de l'univers physique, c'est-à-dire les formes simplement, il est déjà dans la métaphysique en ce sens, hein, puisqu'il pose une réalité qui n'est pas au niveau de cet univers. En même temps, c'est assez discutable parce que c'est quand même quelque chose qu'on pense. Donc, ça se trouve tout de même aussi dans notre esprit sous forme de pensée, même si ce n'est pas seulement là. Hein. On peut les penser, mais en fait, ça existe en soi. Donc, peut-être c'est métaphysique dans le sens où il pose que ça existe en soi, donc dans le sens de ce que Nietzsche va dénoncer comme les arrière-mondes, quoi. C'est un arrière-monde. Mais pour Platon lui-même, ce n'est pas du tout une physique. Pour Platon, la physique s'occupe uniquement des choses sensibles. Donc pour lui, il y a la physique, puis il y a la mathématique déjà, qui s'occupe déjà d'immatériel. Et puis au-delà encore, il y a ce que nous, on appelle l'ontologie. Et je crois qu'on peut déjà appeler ça une ontologie, mais il n'utilise pas le terme. Mais c'est ça, en fait. C'est une étude des choses qui sont et ne sont plus de l'ordre de la nature avec ses transformations, etc. C'est une physique. Le terme métaphysique n'existait pas, et même l'ouvrage d'Aristote qui s'appelle Métaphysique n'est pas de lui. En fait, le mot n'apparaît pas avant le 2e siècle de notre ère, donc plusieurs siècles après eux. Il n'y avait pas du tout ni la notion, ni le terme métaphysique. Par contre, j'avais dit la semaine passée que oui, il y avait quelque chose de métaphysique dans le fait de justifier l'être par quelque chose, et notamment, comme Platon, par l'idée de bon, par le fait que ce soit bon. Cette justification-là, c'est une autre manière de dire que c'est métaphysique, parce que c'est l'invocation d'un principe de type surnaturel, en fait, de type une valeur absolue qu'on pose et qu'on ne trouve absolument pas dans l'immanence, qu'on pose vraiment comme une transcendance. Donc là, en ça, il y a quelque chose de métaphysique aussi. Mais je pense que c'est vraiment un mot à manier avec précaution. Je crois que chaque fois qu'on dit métaphysique, on doit dire en quel sens on l'entend, parce qu'il y a tellement de manières de l'être que pour Heidegger, être métaphysique, c'est ne pas faire la différence ontologique, donc c'est rabattre l'être sur les temps. Pour lui, ça, c'est déjà métaphysique. Donc, c'est encore autre chose. Comme il y a eu un blanc, je ne veux pas accaparer le micro, mais du coup, moi, si je comprends bien, pour Platon, en fait, il a quand même une finalité, c'est-à-dire qu'en fait, lui, c'est de fournir aux hommes un principe ou des méthodes ou des principes pour vivre ensemble sans se taper dessus, parce qu'ils viennent de se taper quand même 100 ans de guerre de Péloponnèse et ils en ont un peu ras-le-bol. Et donc, il a une finalité. Donc, du point de vue de la causalité et de la finalité, de ce qu'on vient de dire, il est dans une métaphysique. Si on définit la métaphysique comme étant la recherche d'une causalité et d'une finalité à la... Ah bon, alors non, je sais pas. Non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. C'est pas le fait de trouver une cause, de chercher une causalité ou une finalité, c'est de ne pas le faire dans l'immanence, c'est-à-dire de poser qu'il existe comme absolu ou comme transcendant, indépendamment de nous, il existe cette idée. Et en fait, ça apparaît très clairement toujours dans le contraste entre Platon et Aristote. Aristote aussi, il cherche ça. Il cherche aussi ce que c'est la justice. Mais lui, il va la chercher uniquement dans l'immanence. Il va pas poser qu'elle existe en soi. Il va dire, OK, elle est relative. On ne peut pas dépasser le fait qu'elle est relative parce que en Grèce, on va dire que c'est quelque chose qui est juste. En Asie, on dira que c'est autre chose qui est juste. Et donc, il faut accepter la relativité et ne pas vouloir poser des absolus qui s'imposeraient à nos choix. Mais il dit, on peut quand même essayer de trouver des grandes tendances, etc. On peut quand même essayer de juger ou de trouver des critères de différenciation entre ces conceptions différentes, etc. Mais il ne va pas invoquer quelque chose qui existe en soi, indépendamment de nous, et auquel on ne devrait que se soumettre. C'est ça la position métaphysique. Vous avez dit que le non-étant n'est pas le rien. Est-ce qu'il aborde le rien? Est-ce qu'il dit quelque chose sur le rien? Oui, il dit, parce qu'à un moment, il dit Théétète ne va pas m'accuser de parricide. Hein, c'est un moment connu du dialogue. Ne va pas m'accuser de parricide.
si je dis contre Parménide que les non-étants peuvent exister. Mais en tout cas, nous évacuons complètement, nous écartons tout à fait le rien, le non-étant au sens de rien. Le rien absolu, nous l'écartons tout à fait. Donc, il le dit expressément. Merci. Je me demandais, est-ce qu'il y a des écoles ou des penseurs qui sont allés dans l'autre sens, c'est-à-dire essayer d'éliminer l'être ou de voir jusqu'où on peut un peu l'écarter? Ce qui paraît bizarre, c'est comment il a établi les qualités sur l'être, typiquement la permanence. On pourrait dire qu'il y a du devenir et ça suffit à remplir. Et aussi, peut-être l'argument du troisième homme, on pourrait parler de l'être et on s'en sort plus. Donc pourquoi déjà commencer par parler de l'être? Voilà. Oui, alors il y a un traité qui est très drôle, qui est attribué au sophiste Gorgias, donc qui était un contemporain de Platon, et qui s'appelait Traité du non-être. Et donc, où en fait, il prend le contre-pied de tout. Il dit l'être n'est pas. S'il était, il ne serait pas pensable, et même s'il était pensable, il ne serait pas communicable à autrui. Et puis après, il détaille chacune de ces trois thèses et il montre pourquoi. Mais alors, c'est bourré de sophisme. C'est-à-dire que c'est à tout moment où il y a des raisonnements non valides, des déductions qu'on ne pourrait pas déduire, enfin, bon, ou des jeux de mots, des jeux sur un double sens d'un mot, etc. Donc, en fait, c'est bourré de fautes, mais ce qui est amusant, c'est qu'il ait eu envie, effectivement, de prendre le contre-pied systématique de la thèse de Parménide. Donc, ça a existé tout de suite. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce qu'on ne peut pas avoir tout simplement un désintérêt pour l'être et dire le devenir nous suffit? Mais justement, ce que je trouve intéressant dans la lecture de Parménide que j'ai privilégiée, c'est qu'elle n'exclut pas l'un au profit de l'autre, c'est que justement, elle rassemble les deux. Et qu'il y avait des pensées du devenir, mais ces pensées du devenir, en fait, en général, elles cherchaient toujours une unité, une éternité et peut-être pas même une immobilité, parce que même, on avait vu vaguement, rapidement, quelques fragments d'Héraclite, et Héraclite qu'on considérait comme le penseur le plus mobiliste de tous. Même chez lui, il y avait cette idée de permanence et cette idée d'unité de tout, et cette idée aussi, enfin chez tous, là, il y a le fait que quelque chose continue toujours à exister. Donc, en gros, en général, quand on oppose le devenir à ce qui est, c'est qu'on dit toutes les choses ne peuvent pas simplement être constamment en changement. Il ne peut pas y avoir que de la multiplicité. Il y a aussi des points communs entre les choses, donc il y a une certaine unité. Il y a des cycles où on voit bien que des choses se transforment en d'autres, où ils retournent, etc. Donc, même dans une enquête purement physique, on tombe sur des régularités et on cherche même des régularités. Alors on dira, c'est ça que la chose est, malgré son devenir. Donc en fait, on essaie de concilier les deux, même dans une enquête simplement physique. Maintenant, on pourrait dire, oui, mais on n'a pas besoin d'affirmer il y a de l'être, on peut être indifférent par rapport à cette thèse, il y a de l'être, considérer que c'est juste une évidence ou que ce n'est pas important d'investiguer cet être en tant que tel. Oui, mais ça, c'est la plupart qui le font. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas été interpellés par cette notion d'être, et c'est pourquoi d'ailleurs Heidegger dit que la notion de l'être, elle a constamment été recouverte. Parce que tout le monde utilise l'être. On dit toujours, bon, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? C'est une question qui revient tout le temps, ça existe ou pas? À propos de l'infini, par exemple, chez les Grecs, il y avait cette question, est-ce que l'infini, il existe ou il n'existe pas? Ou bien, est-ce qu'on doit dire que dans un certain sens, il existe, dans un autre sens, il n'existe pas? Et en fait, on retombe toujours sur cette question de l'existence, même avec des investigations physiques. Donc, c'est difficile de l'écarter tout à fait. Et après, on est obligé de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire exister? Et puis, on va arriver progressivement, et là, on le verra la semaine prochaine avec Aristote, on va dire simplement, il y a plusieurs manières d'exister. Et donc, échapper tout à fait à la signification de être ou exister, c'est difficile quand même. Si personne d'autre. Oui, en ligne, est-ce que vous avez des questions? Je peux regarder le chat aussi, si vous préférez. Est-ce que... Voilà, n'hésitez pas. Oui, bien sûr, si tu ne l'apprends à personne. Bon, moi, je crois que j'ai compris que le non-étant, ce n'est pas le rien, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris pourquoi le rien n'est pas le non-étant de l'être.
En fait, parce que Platon n'envisage jamais qu'il puisse y avoir le rien. Donc, le rien n'est pas une forme. Il n'y a pas la forme rien. Il n'y a pas la forme rien. Donc, rien, effectivement, c'est un mot, mais c'est un mot qui est impossible à... c'est impossible de lui donner un contenu. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un non-étant de l'être? Non. Parce que qu'est-ce que ça voulait dire? Tout à l'heure, il y a eu une question difficile qui est, est-ce qu'il faut poser alors qu'il y a un être de l'être? Mais si l'être signifie le « il n'y a pas besoin d'imaginer un être de l'être, parce qu'une seule fois, il y a. Et il n'y a pas besoin de redire et il y a le « il y a », il n'y a pas besoin de dire « il y a le « il y a ». C'est de la redondance. Donc, un non-étant de l'être, ça serait « il n'y a pas le « il y a », mais ça revient en même que de dire « il n'y a pas ». Voilà, alors il y a l'autre, exactement. Hein, la seule manière de pouvoir effectivement les penser, c'est de dire le non-étant, c'est seulement l'autre. Et là, effectivement, il y en a des autres que l'être. Ouais. Mais le raisonnement de l'absurde et mon côté un petit peu espiègle me fait penser, merci David, que penser de l'intelligence artificielle par rapport au non-être, à l'étant et tout ça. Peut-être pas encore. Parce que si on en vient à considérer que l'intelligence artificielle évoluée saurait être dotée d'une forme de conscience, de capacité de raisonnement et tutti quanti, ça saurait être comparé, ou du moins semblable, à l'être. Et donc, qu'en pensez? Oui, je pense que ça ne serait pas une objection parce qu'on aurait toujours... on aurait toujours un étant, on aurait un étant nouveau, hein, qui est ce type d'intelligence, ça serait un étant nouveau, mais cet étant nouveau serait, comme tous les autres, rendu possible par le « il y a », ou confirmerait ou manifesterait à sa manière le « il y a ». De par le non-étant de l'être, de par l'artificialité de cette intelligence, qu'en est-il du non-étant de l'être, à proprement parler? Bon, pardon, très bien, merci. Excuse-moi. Non, c'est juste que je ne comprends pas, en fait, pourquoi l'intelligence artificielle serait un non-étant de l'être. n'a pas d'être. Ça, c'est tant qu'elle n'existe pas. C'est ça. Alors là, on a un étant qui n'est pas encore et qui, à un moment, va advenir et va effectivement exister. La question. Non, mais du coup, ça fait partie de ce que Parménide décrivait comme les choses qui n'étaient pas et puis qui deviennent, donc qui sont et qui ne sont pas, donc les choses qui changent, qui ont une naissance et une mort, qui sont, etc. Donc, en fait, toutes ces... Non, parce que lui, c'est autre chose. Lui, c'est nous qui ne savons pas s'il est vivant ou mort. Il est dans rapport. Non. Il l'est et il ne l'est pas. Oui, donc est-ce que c'est comme le chat de Schrödinger? Est-ce que c'est comme le chat de Schrödinger? En fait, le chat de Schrödinger, c'est un raisonnement par l'absurde aussi. Hein. C'est un raisonnement par l'absurde pour dire qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans la quantique et qui nous donne l'impression que que les deux contradictoires existent en même temps, mais on ne se satisfait pas de cette réponse. C'est absurde. On dit non, mais ça veut dire qu'on doit chercher plus et trouver la réponse. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là. Donc non, même cet exemple-là, c'est pas à la fois être et non-être. Mais... Alors, si j'ai bien compris, on a défini qu'il y avait la dernière fois un être, cette fois il y a un non-être. Donc, la dernière fois on avait du temps. Est-ce qu'il y a du non-temps? Mais il y aura du non-temps en tant que tout ce qui est autre que le temps. Donc, en fait, ce qu'on est arrivé aussi à installer, c'est la contradiction, la possibilité de contradiction. Donc, on a une distinction entre le contraire et le contradictoire. Le contraire, c'est ce qui est l'opposé extrême.
l'autre extrême de quelque chose, donc bon, mauvais, etc., grand, petit. Mais le contradictoire, c'est simplement le non quelque chose. Donc ce qui est le contraire du blanc, c'est tout ce qui est non blanc. Ce qui est le contraire du temps, c'est tout, enfin, pardon, le contradictoire, c'est tout ce qui est non-temps. Donc tout ce qui est autre n'est pas cela. Donc effectivement, on peut avoir du non-temps, tout le reste est non-temps. En ce sens de l'altérité et de la contradiction, c'est tout ce qui est autre. C'est tout ce qui est autre. Mais si on veut vraiment dire qu'est-ce que c'est que l'opposé du temps, ce qui est vraiment un opposé qui ne soit pas simplement une altérité, alors ça serait l'éternité. C'est-à-dire le fait d'être en dehors du temps, quand on dit il n'y a pas de temps, ou qu'une chose n'a pas de temps, n'est pas soumise au temps, n'est pas susceptible de temps, alors on dit qu'elle est éternelle. Et donc éternelle, non pas au sens de qui dure tout le temps, parce que ça c'est encore avoir du temps, être soumis au temps, mais c'est au sens où il n'y a aucun moyen de distinguer de la durée en elle. Elle est de l'instantané. Les contradictoires sont vraiment avec l'être. Là, on est parti du non-temps qui vient ça, et c'était une des caractéristiques de l'être qui était de tout temps la dernière fois. Oui, mais chez Parménide, ce n'était pas au sens de l'éternité. Parce qu'il disait les temps, il dure tout le temps, justement. Il dure tout le temps. Il n'a jamais commencé, il ne se terminera jamais, mais ce n'est pas pour ça qu'il est en dehors du temps. Enfin, il ne le dit pas, en tout cas. Il ne le dit pas. C'est une permanence, une perpétuité plutôt qu'une éternité. Et quel est l'impact sur le reste de la philosophie du fait de la découverte du non-être? Je pense que ça a permis des raisonnements beaucoup plus subtils. Parce que, comme le dit Aristote, tant qu'on réfléchissait de manière archaïque, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il n'y avait qu'une manière d'être et qu'il n'y avait pas de manière de ne pas être, en fait, on en arrivait à des impossibilités de logique et de langage. On n'arrivait pas à se dépêtrer de contradictions sur lesquelles jouaient énormément les sophistes. Donc, les sophistes est curieux comme courant. Hein. C'est un courant de personnes qui posaient des questions proches des philosophes, mais qui, raisonnement non valide, mais on n'avait pas encore bien établi ce que c'était qu'un raisonnement valide et non valide. Donc, en fait, cette question, cette découverte du non-être, elle a surtout servi à établir une fois pour toutes quel raisonnement était valide, quelle déduction était valide et lesquelles ne l'étaient pas. Donc, elle a surtout permis de réfuter les sophismes. Et sinon, elle a... Alors, je dirais, bon, la différence entre le rien et le non quelque chose, hein, c'était important aussi pour maintenir cette pensée qu'il n'y aura jamais rien et qu'il y a toujours du non quelque chose. Et sinon, en fait, elle va... Disons que ce n'est pas tellement la pensée du non-être. Oui, alors, la pensée du non-être, elle va aussi être reprise par les théologies négatives, par exemple, hein, toutes les choses qui ne peuvent se décrire que de manière négative. Et sinon, c'est surtout la pensée de l'être qui est encore insatisfaisante parce que vous avez remarqué qu'on n'a toujours pas arrivé à une définition générale de ce que c'est être. Et Aristote, qui va être le champion de la multiplicité, hein, qui va vraiment dire il y a plusieurs manières d'être, etc., il dira pourquoi il est impossible de définir l'être. C'est impossible de trouver une définition générale. Ce qui fait que la philosophie va régulièrement revenir sur le problème et réessayer, est-ce qu'on n'aurait pas quand même un moyen de dire... de définir ce concept-là, etc. Donc, en fait, on va inlassablement remettre le travail sur la table parce qu'on n'est pas satisfait tout à fait. Pardon, j'ai une question sur les sophistes. Est-ce que les sophistes de l'époque étaient motivés par le simple but d'avoir envie d'avoir raison, qui était de raconter n'importe quoi, ou est-ce qu'ils n'avaient pas conscience de raconter n'importe quoi et que c'était juste une erreur de déduction? Oui, c'est très problématique en effet, parce que nos renseignements sur les sophistes sont surtout donnés par des philosophes qui étaient leurs adversaires. On a quand même quelques textes venant directement de sophistes, et bon, on a notamment ce traité du non-être de Gorgias où là on voit bien que c'est un jeu, donc c'est pas ça évidemment qui va raison, mais dans le Protagoras, le dialogue de Platon qui s'appelle Protagoras, il met en scène un sophiste qui pose des questions vraiment intéressantes et qui a des réponses intéressantes à y apporter aussi. Mais c'est quelqu'un qui est relativiste. Donc, il défend à la fois une politique relativiste et une connaissance scientifique relativiste.
Et en ça, il a des vrais arguments, c'est une vraie discussion, c'est une vraie controverse, c'est pas évident du tout à trancher. Donc après, Aristote va aussi essayer de considérer, en tout cas du point de vue de la science, pourquoi elle peut pas être totalement relativiste, etc. Mais c'est une vraie question. Donc c'est une question philosophique, je veux dire. Donc il posait des vraies questions philosophiques dans un esprit de recherche comme les philosophes. On peut pas leur refuser ça, mais une grande partie d'entre eux, disons, avaient un intérêt qui n'était pas uniquement de connaissances, mais avaient un intérêt de l'emporter dans des discussions. Et surtout, en fait, c'était des professeurs de l'art oratoire, enfin de l'art de la discussion. Et pour avoir beaucoup d'élèves, il fallait qu'il leur donne les moyens de réussir sur les terrains pratiques où s'exerçait la parole contradictoire. Donc, c'était dans les tribunaux, c'était à l'Ecclésia, c'était pour toutes sortes d'affaires. Les gens se défendaient eux-mêmes dans les tribunaux. Hein, donc, il fallait qu'ils puissent avoir gain de cause. Il fallait que, enfin, dans les affaires aussi, et même en politique, c'était important de l'emporter et pas nécessairement que ce soit la vraie bonne cause qui l'emporte. D'ailleurs, c'était discutable laquelle est vraiment la bonne cause, etc. Donc, on avait vraiment besoin de savoir manier le langage de manière à convaincre un auditoire ou à réfuter un adversaire. Et tous les moyens étaient bons, en somme. Donc, les sophistes enseignaient tous les moyens. Et on venait chez eux quand on était bien armé de tous ces moyens. Donc, ils ne pouvaient pas être trop scrupuleux. Et donc, il y avait les deux aspects. En fait, vraiment, il y avait les deux aspects. Et franchement, ils disent aussi des choses intéressantes. Mais, ils sont plus... Les philosophes sont beaucoup plus évidents, quoi. Les philosophes, c'est le savoir, c'est la recherche du savoir. Et puis, ils sont un peu déconnectés du réel, si ce n'est effectivement qu'ils n'ont pas toujours un but moral aussi prononcé que chez Platon ou Socrate, surtout Socrate d'ailleurs. Mais bon, il y en a qui sont plus orientés du côté scientifique, hein, essayer d'avoir une pensée théorique la plus exacte possible. Mais c'est plus la morale. Chez Platon, c'est plus le but, c'est la morale, et après, effectivement, ça doit être cherché avec des méthodes scientifiques, entre guillemets, parce qu'il n'y en a pas que ça, mais la rationalité, c'est utilisé pour démontrer. Mais en fait, c'est une chose qui a beaucoup été discutée parmi les spécialistes de Platon, parce que dans ces dialogues, ce n'est pas du tout évident. En fait, il y a plusieurs dialogues où il y a les deux aspects. Et on pourrait aussi bien présenter l'aspect moral ou politique comme une introduction à l'ontologie, ou présenter l'ontologie comme étant simplement un instrument par où il faut passer pour pouvoir répondre à des questions morales et politiques. Mais ce n'est pas évident, en fait. Moi, à mon avis, hein, il avait autant l'ensemble de ses buts. Il avait vraiment un but pratique parce qu'il voulait faire une proposition qui serve les citoyens, mais en même temps, et qui le serve selon sa manière de concevoir les choses, bien sûr. Bon. Mais il avait aussi un désir de connaissance, un désir de compréhension des choses, c'est évident, quoi. Et franchement, il n'aurait pas passé autant de temps sur de l'ontologie et sur de la dialectique entre les formes, etc., s'il n'y avait pas un but en soi dans la connaissance, quoi. C'était de faire comment on appelle ça, une constitution. Enfin, en tout cas, c'est ceux qu'il a essayé d'appliquer, qu'il a été je vais voir Denis de Syracuse, à droite à gauche pour essayer d'appliquer ça. Mais effectivement, après, il y avait d'autres intérêts, mais je pense pas. Non, il avait aussi un intérêt pratique. Oui. Il estimait d'ailleurs que les philosophes devaient avoir un intérêt pratique, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas séparer totalement le domaine théorique, le domaine scientifique de la connaissance et le domaine de l'action dans la cité, parce que l'action dans la cité, c'était trop important. En fait, de là dépendait aussi tout le reste. Si une cité mal gérée, il n'y a plus moyen de mener ce qu'on voudrait mener, quoi. Si on est constamment en guerre, si on est constamment en guerre civile, etc. Donc, il disait qu'il ne fallait pas se désintéresser en tant que philosophe de la politique, effectivement. Donc ce n'est pas parce qu'il a désespéré de réussir à sauver la politique, à mettre en place son roi philosophe qu'il est allé vers l'ontologie, en fait. Ce n'est pas ça du tout. Non, il a toujours posé les questions en parallèle. Et en interaction d'ailleurs. Non, il n'est pas du tout passé de l'une à l'autre, il n'est pas... non, il s'est jamais découragé et il estime qu'il y a une liaison. Alors, il estime qu'il y a une liaison parce qu'il pense qu'il y a une connaissance scientifique possible des valeurs morales, ce qui est très discutable.
et qui a une connaissance scientifique possible du meilleur régime politique, etc. Alors que la plupart des autres de son époque pensent que ce sont des domaines séparés, que les méthodes scientifiques ne conviennent pas au domaine pratique, au domaine politique, et que là, c'est normal que ce soit le règne de l'opinion, et que... Bon, mais ça, on va peut-être voir un peu plus avec Aristote, parce que c'était vraiment l'opinion d'Aristote qui fait que les deux domaines étaient vraiment obéissaient enfin, avaient d'autres objectifs, d'autres méthodes, d'autres types de connaissances, d'autres statuts. Mais Platon, non, il pensait que c'était un véritable savoir, quoi, qu'en morale aussi, il y avait un véritable savoir, et que donc, c'était ceux qui savaient le mieux, qui pouvaient le mieux décider. Bon, je pense qu'à l'heure actuelle, ça n'a plus beaucoup de partisans, cette thèse-là. Au final, c'était quoi la réponse face à un peu la régression de créer à chaque fois des nouvelles formes pour parler de la... Enfin, parce que j'ai l'impression en général que simplement la théorie des idées de Platon, si on veut à chaque fois lier un objet quelque part et des connaissances. Oui, tout à fait. Ça a été repris pour d'autres régressions à l'infini, comme ça. Oui, tout à fait. Mais au final, ça reste aporétique, parce que ça, c'est dans la première partie du dialogue, le Parménide. Et c'est à cause de cette difficulté, donc il y a plusieurs arguments qui montrent qu'il y a vraiment un problème dans la théorie des idées. Et c'est à cause de ça que Parménide dit à Socrate, on pourrait faire un exercice en prenant une idée, prenons l'idée 1, et c'est alors qu'il commence à faire cette déduction, prenons l'idée 1, qu'est-ce qu'on peut en dire, etc. Et puis que, bon, il a fait tout un schéma avec si on pose cette hypothèse, on a ça, si on pose cette hypothèse, on a ça, puis bon, bah, à la fin, finalement, on n'a pas de quoi départager toutes ces hypothèses, donc c'était une bonne gymnastique, mais c'est tout. Et donc, c'est vraiment pas... Alors, quand on dit c'est aporétique, il n'est pas arrivé à répondre, à donner vraiment une solution à sa question principale, mais en passant, il a mis en lumière des tas de choses extrêmement subtiles. C'est très, très, très subtil, ces dialogues-là. Et vraiment, il y a des tas de choses qui, après, vont être réutilisées sur le rapport à un multiple, sur le temps, sur... le rapport entre les contraires, etc. Enfin, il y a énormément de choses qui, en passant, sont dites et sont vraiment très, très intéressantes. Mais la question globale, il n'a pas résolu. Et d'ailleurs, le néoplatonisme, après lui, enfin, après Platon, l'Académie va continuer, il va y avoir un moment de renouveau qu'on va appeler le moyen platonisme, et puis il va y avoir le néoplatonisme au IIIe siècle avec Plotin. En fait, tous ces descendants de Platon n'arrêtent pas de se poser la question et de faire des propositions sur quelle est la relation entre les formes et les choses sensibles. Le néoplatonisme, c'est juste une nouvelle hypothèse pour résoudre cette question-là. Ils butent tous là-dessus. Donc ça a été très fécond, puisqu'on n'a pas arrêté de faire des nouvelles propositions, mais bon, le néoplatonisme, c'est difficile à accepter aussi, quoi. C'est un peu fou comme système. Ça pourrait être métaphysique d'ailleurs, en l'occurrence. C'est bien métaphysique, le néoplatonisme. Enfin, c'est poser tout le temps des nouvelles réalités comme ça qui expliquent les précédentes. Et... La dernière question de ça, oui. En fait, moi, tout à l'heure, vous disiez que Aristote, il parle plus de choses en soi, il parle plus de forme, il parle de prédicat. Et du coup, est-ce qu'on pourrait dire que finalement, il résout cette histoire de régression infinie, puisque la relation entre la chose en soi et les différentes choses, c'est juste la relation entre le prédicat et la chose? Oui, et ça, c'est la solution, disons, linguistique ou logique plutôt, mais elle ne serait pas satisfaisante s'il n'y avait qu'une résolution logique. En fait, il y a aussi une résolution ontologique qui est que pour Aristote, il y a bien encore des formes, mais les formes, elles sont dans les choses singulières. Donc, la forme table, elle est dans chacune des tables, à sa manière propre, donc étant singularisée dans chaque corps différent. Et n'importe quelle forme comme ça est singularisée chaque fois, mais se trouve dans la chose en question. Et il explique aussi donc la transformation d'une forme en une autre forme, toujours de manière purement matérielle. Une matière acquiert une nouvelle forme. Et donc la transmission des formes, soit de manière naturelle, soit de manière artificielle, mais il y a une transmission.
Et donc, en fait, il n'a plus besoin, effectivement, d'invoquer des formes séparées. Il n'en a plus besoin. Et du coup, il n'a plus de problème de communication. La communication, elle est évidente. Et c'est comme ça qu'il élabore sa théorie des 4 causes. Il dit que pour rendre compte de ce qu'est une chose, il faut rendre compte de ces 4 causes. Donc, il faut dire quelle est sa matière, quelle est sa forme, quelle est la cause qui a produit cette forme dans cette matière, et quelle est éventuellement, il n'y a pas ça partout, mais la finalité. Parce que quand il y a mouvement, le mouvement va vers un certain terme. Donc, le fait d'aller vers ce terme est une certaine finalité. Et donc, voilà, il dit quand on rend compte de ça, ben, on a suffisamment d'explications, on n'a pas besoin de poser une autre entité. Et donc, il n'a plus le problème de participation. Alors, pourquoi pourquoi il y a des platoniciens qui ont continué à chercher du côté plutôt des formes séparées? Je pense que c'est, encore une fois, l'explication, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'ils avaient besoin d'absolu. Je pense que c'est vraiment un besoin chez certains philosophes, dans toute l'histoire de la philosophie. Merci. Merci.